Bécanefer et soyez encore le bienvenu. Iti, qui veut dire soyez le bienvenu sur la plateforme de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous proséguons avec notre lecture sur l'interférence extraterrestre 2018. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième partie. Nous avons eu la lecture de la première, la deuxième, la troisième et maintenant nous sommes à la quatrième partie. Avant de commencer, nous vous remercions à tous les internautes, à tous ceux qui nous soutiennent et suivent ce grand travail qui peut sembler n'est pas intéressé trop de monde, mais la pertinence du sujet est immense et surtout la phénoménologie, la présence des phénomènes discutés ici dans le monde noir est quelque chose de surprenant, quelque chose d'effrayant, quelque chose de qui serait intéressant à prendre au sérieux. Mais nous allons laisser cette partie à l'émission relative à la discussion. Pour ce qui est de notre part, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à la lecture et peut-être donner trois, quatre mots disons, de commentaires. Et dans une prochaine émission, nous pourrons intervenir comme toujours deux autres personnes, trois autres personnes pour enfin avoir une discussion sur les thématiques évoquées dans les émissions sur les interférences extraterrestres 2018 Monde Kachopa. Aujourd'hui, notre lecture se base toujours sur les documents de Castaneda qui parlent des flyers, des archontes, les reptiliens, les corps de souffrance, qui sont en fait des parasites qui sont pleins dans notre monde. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture avec ce que nous appelons les cercles vicieux. On peut alors imaginer qu'il s'agit d'un cercle vicieux. Plus notre activité émotionnelle est chaotique et en souffrance, plus elle influence négativement notre ADN, qui canalisera et conditionnera notre perception du réel de façon négative. Notre niveau d'éveil dépend par conséquent de notre ADN, qui transmet et interprète la réalité, plutôt que de nous la restituer telle qu'elle est vraiment. Reprenons ce que Ike nous conclut sur le chapitre de l'ADN dans son bout dernier ouvrage. Qu'est-ce que la matrice? C'est avant tout de l'information, un univers prêt à l'emploi, ainsi qu'un système de croyances émis sous la forme des fréquences par le biais de l'ADN et décodé comme une réalité collective sous la forme d'un hologramme à 3D. Je répète, qu'est-ce qui est la matrice? C'est avant tout de l'information, un univers prêt à l'emploi, ainsi qu'un système de croyances émis sous la forme des fréquences par le biais de l'ADN et décodé comme une réalité collective sous la forme d'un hologramme en 3D. C'est comme une voix qui parle dans vos têtes, vous disant que ce que vous voyez est réel. Cette voix dans la tête fait fort penser à ce qu'affirme Castaneda à propos des planeurs. Pour Don Juan, ces flyers pensent à notre place, nous font réagir et donc conditionnent notre façon de ressentir le réel. Certes, ce lien entre ADN et conscience est avant tout une pure spéculation qui commence à être à peine effleurée par les recherches de certains scientifiques, mais il s'agit d'une piste fascinante. L'ADN est perçu comme un esprit, une entité ophidienne, par les Indiens selon Narbi, peut aussi être considéré comme un parasite positif, porteur de vie et négatif, conditionnaire des consciences, ce que l'on appelle du mutualisme dans la nature. Ces genres de caractéristiques, manipulation de la conscience, nous rapprochent de l'activité et des caractéristiques des archontes, mais aussi des planaires, sans toutefois se confondre entièrement. Il ne s'agit pas ici
de déresponsabiliser l'humain en mettant simplement sur les dos de ces parasites toutes nos exactions, imperfections, tendances à la violence et à la froideur émotionnelle en nous disant, comme ce n'est pas de notre faute, que nous ne pouvons rien y faire, laissons les choses se poursuivre. Il s'agit d'expliquer et de comprendre cette possible cohabitation, de vérifier s'il s'agit d'une hypothèse défendable, documentée, rationnelle et de tenter de trouver des solutions à ce qui pourrait être notre véritable malédiction, ce qui nous maintient cloués dans le pléro-gnostique, à savoir notre enfer quotidien. Par enfer, le gnostique désigne notre monde, un monde certes empli de beauté, mais illusoire et imparfait. D'une part, la solution pourrait d'abord résider dans le simple fait de prendre conscience de l'existence de ces parasitismes, de vivre avec et de méditer et de raisonner sur le sens de nos actions lorsque celles-ci sont guidées par la peur, les besoins, le manque et la violence. Castaneda parle de mettre fin autant que possible à notre petit dialogue intérieur centré sur l'ego, qui nous investit toute la journée. Ce n'est pas simple, loin de là. D'autre part, il existe tout le corpus de l'enseignement de Don Juan, les nombreux exercices et des contemplations et les exercices physiques qu'il appelle passage magique et une discipline nommée la insécurité. Il s'agit d'une discipline complexe à mettre en œuvre. Il est un fait évident que pour la pratiquer avec succès, on se doit d'adhérer corps et âme à l'enseignement de Castaneda, ce qui n'est pas évident pour les communs des mortels. Monsieur tout le monde estimera que peut-être les savoirs et la discipline de Don Juan et de Castaneda sont quelque peu exotiques, hermétiques, étranges comme les son enseignement. De plus, l'œuvre de Castaneda fait l'objet de nombreuses polémiques dans lesquelles on a mis en doute jusqu'à l'existence des vieux sorciers, mais aussi où l'on s'aperçoit que ses proches sorciers de sa lignée et les noyaux de son fan club sont également l'objet d'un feu croisé de critiques que nous évoquerons plus loin dans un article rédigé par Karmato. En dépit des critiques même virulentes qui ont été portées à l'encontre de ces mystérieux charismatiques anthropologues, on ne m'ôtera pas de l'idée que son savoir, que la connaissance de son mentor était d'extraordinaire force et cohérence. L'œuvre de Castaneda doit être analysée en tenant compte des connaissances contenues dans d'autres traditions magiques ou chamaniques, comme les textes des gnostiques. C'est qu'a fait John Lash. John Lash a rédigé un excellent texte résumant le fruit de ses 8 longues années de recherche et d'observation, et nous l'avons traduit en français afin que vous puissiez en prendre connaissance dans son intégralité dans la seconde partie de ces dossiers. Dans la troisième partie, nous avons posé à John une série de questions afin de rendre ces gestes plus clairs et plus vivants encore. En guise de conclusion, les archontes et les Grecs pourraient avoir une influence décisive, aliénante et invasive sur le fonctionnement de notre conscience. Ils se dissimulent et prennent diverses formes, comme nous le montrent les chapitres relatifs aux gris reptiliens et au syndrome MILAPS-MPD. Au terme de cet article, nous sommes bien entendu incapables de dire s'il s'agit vraiment d'entités similaires ou distinctes, et ce qui les relie à un niveau plus profond. Ces registres de shape-shifting, de changement de forme, est un phénomène qui a retenu toute l'attention de Marie-Thérèse Desbrosses, la journaliste française spécialiste reconnue en matière d'abduction. À lire à ce sujet, enquête sur les enlèvements extraterrestres dont une version augmentée est en cours de réimpression, écrivain-chercheuse tenace sur le terrain des anomalies. Elle raconte par exemple l'existence d'un cas australien où la victime de l'enlèvement s'entretient avec ce ravisseur extraterrestre, un cri qui lui fait comprendre: nous apparaissons sous la forme que vous entendez de voir.
La journaliste nous a cité les cas des femmes qui retrouvaient dans la soucoupe leur mari, leur petite amie ou même une vedette de cinéma. Et à la fin de l'enlèvement, après la relation sexuelle ou le prélèvement de tissus ou d'ovules, les maris, l'ami ou la terre s'avéraient en réalité être un extraterrestre. Marie-Thérèse Desbrosses estime que la frontière entre ces manifestations d'entités extraterrestres tangibles et les apparitions d'entités spirituelles diaboliques, angéliques, elfes, fées, trolls, djinns, succubes, etc., telles qu'on les aperçoit à des époques éloignées et tenues. Nous nous retrouvons peut-être devant un phénomène métamorphique pour Marie-Thérèse Desbrosses. Les parallélismes que l'on peut tracer entre les apparitions extraterrestres, les archontes des gnostiques et les flyers de Castaneda est tout à fait pertinent. La journaliste et auteure d'enquête sur les enlèvements extraterrestres met en évidence dans son ouvrage l'hypothèse d'écrivains comme Jacques Vallée, John Kell et Jean Sider, selon laquelle les phénomènes extraterrestres seraient comme la manifestation actuelle d'une mise en scène savamment orchestrée par une forme d'intelligence protéiforme toujours présente autour de la Terre et cherchant à nous abuser. Ce n'est sans doute pas un hasard que les dernières pages du livre de Marie-Thérèse soient consacrées aux points communs existants entre les addictions extraterrestres et les rituels et connaissances des traditions chamaniques à travers le monde. Ce n'est donc pas non plus un hasard que John Lash s'attarde également sur le chamanisme de Castaneda et sur les connaissances de gnostiques qu'il considère également comme des chamans pour tenter d'identifier et définir l'existence de ces entités parasitaires. Bien entendu, rien n'indique que toutes les manifestations extraterrestres soient d'ordre parasitaire et soient négatives. Il serait téméraire plus tentant d'affirmer que les short grey, les Anunnaki et les reptiliens sont des prolongements physiques ou les incarnations, les envoyés des flyers et des archontes. Mais ce qui a retenu notre attention est que ces parasitismes et cette prédation d'ordre psychique et spirituel ressemblent à une sorte de guerre psychologique dont les billes nous échappent. Il est probable que les flyers, les archontes, les gris, les fées, les djinns et autres démons fassent partie d'une même taxinomie, d'une même espèce qui, à tout le moins, joue avec nous et transcende notre dimension. Flyer et parasites chez Castaneda. Vous les trouvez sur Karma One, site est www.karmapolis.be, B comme BE. Extrait du livre Les passages magiques de Castaneda. Dans le corps, chaque centre énergétique laisse apparaître une concentration, une sorte de tourbillon d'énergie. Pour l'observateur qui voit, elle semble tourner dans un sens inverse des aiguilles d'une montre, un peu comme dans un entonnoir. La puissance d'un centre donné dépend de la force de ses mouvements. S'il est à peine perceptible, c'est que le centre est épuisé, vidé de son énergie. Quand les sorciers des temps anciens examinaient les corps avec leurs œils qui voient, poursuivi Don Juan, ils remarquaient la présence de ces vortex. Poussés par la curiosité, ils en ont dressé une carte. Y a-t-il beaucoup de ces centres dans le corps? Don Juan, demandai-je. Des centaines, sinon des milliers, assura-t-il. On pourrait dire que l'être humain n'est rien d'autre qu'un agglomérat des milliers de spirales tourbillonnantes, dont certaines si petites qu'elles ressemblent, disons, à des têtes d'épingle, mais des têtes d'épingle très importantes. La plupart des vortex sont des tourbillons d'énergie. Selon les cas, l'énergie les traverse librement ou y reste accrochée. Mais il y en a 6 qui sont tellement grands qu'ils méritent une attention particulière. Ce sont les centres de vie et de vitalité. L'énergie n'y est jamais figée, mais parfois, l'apport énergétique est si faible que c'est à peine
si les centres tournent. Don Juan m'expliqua que ces énormes centres vitaux étaient situés en 6 régions du corps. Il énuméra par ordre d'importance dans la conception des chamans. Le premier s'est trouvé dans la région du foie et de la vésicule biliaire. Du foie et de la vésicule biliaire. Le second, au niveau du pancréas et de la rate. Le troisième, près des reins et des glandes surrénales. Le quatrième était situé dans le creux, à la base du cou. Le cinquième était celui de la matrice. Et le sixième se situait au-dessus de la tête. En quoi, Don Juan, le cinquième centre, qui ne concerne que les femmes, avait parfois une sorte d'énergie spéciale qui représentait aux yeux du sorcier une apparence liquide. C'était une caractéristique que seules quelques femmes possédaient. Sa fonction, semble-t-il, était celle d'un filtre naturel qui arrêtait les influences parasites. Le sixième situé au sommet de la tête avait quelque sorte de très anormal, pour ne pas dire plus, dans la description qu'en donnait Don Juan, qui d'ailleurs ne voulait rien avoir à faire avec ses centres. Il les disait animés non par un tourbillon d'énergie comme les autres, mais par un mouvement pendulaire, avant en arrière, qui rappelait un peu les battements d'un cœur. Pourquoi l'énergie de ce centre est-elle si différente, Don Juan lui demandai-je. Le sixième centre d'énergie n'appartient pas tout à fait à l'homme, dit-il. Vois-tu, nous autres humains, nous sommes, comme qui dirait, assiégés. Ce centre a été pris d'assaut par un envahisseur, un prédateur invisible. Et le seul moyen que nous avons de les vaincre, c'est de fortifier tous les autres centres. N'est-ce pas un peu paranoïque de se sentir ainsi assiégé, Don Juan, suggérai-je? Eh bien, pour toi peut-être, mais certainement pas pour moi, répliqua-t-il. Je vois l'énergie et je vois que cette énergie au-dessus du sommet de la tête ne circule pas comme celle des autres. Elle a cette oscillation d'avant en arrière absolument répugnante et absolument étrangère. Je vois aussi que chez un sorcier qui a réussi à vaincre sa pensée, cette installation étrangère, comme l'appellent les chamans, la fluctuation d'énergie dans ce centre est devenue exactement pareille à celle de tous les autres. Ombre, noir et corps de souffrance. Difficile de ne pas faire de lien entre les concepts de parasitage énergétique dont parlent les chamans de l'ancien Mexique dans le livre de Carlos Castaneda, les fameux ombres noires ou flyers, et les concepts du corps de souffrance dont nous parle Eckhart Tolle. Les lourdes ombres noires, chapitre extrait des livres de Castaneda, Les voyages définitifs. L'obscurité s'est installée très rapidement et les feuillages des arbres, qui, un instant plus tôt, étaient d'un vert éclatant, paraissaient à présent beaucoup plus sombres et denses. Don Juan me disait que si je regardais avec une grande attention, la couleur foncée du feuillage, sans focaliser mes yeux et avec une sorte de regard en coin, je verrais une ombre fugitive traverser mon champ de vision. C'est le meilleur moment de la journée pour faire ce que je te demande. Il va te falloir un moment pour trouver en toi les degrés d'attention nécessaires. Ne t'arrête pas avant d'avoir entrevu cette ombre noire. Je fis effectivement se profiler une étrange ombre noire sur les feuillages des arbres. Une ombre qui partait et revenait. Puis, diverses ombres évanescentes se déplaçant de droite à gauche, de gauche à droite ou s'élevant très haut en l'air. On aurait dit des gros poissons noirs, des gigantesques espadons volants. J'étais complètement absorbé par cette vision qui finit par m'effrayer. Il faisait désormais trop sombre pour voir les feuillages,
mais je distinguais encore toujours ces ombres noires fugitives. Qu'est-ce que c'est, Don Juan? Je vois des ombres noires s'agiter partout. C'est l'univers à l'état naturel, me répondit-il, l'univers incommensurable, non linéaire, délivré du joug de notre syntaxe. Les sorciers mexicains d'autrefois furent les premiers à voir ces ombres et ils les suivirent partout. Ils les voyaient comme tu les vois et ils les voyaient également sous forme d'énergie circulant dans l'univers. Et ils ont alors fait une incroyable découverte. Il se tut et me regarda. Ses poses étaient toujours très édifiées, très étudiées, et il savait me tenir en haleine. Qu'ont-ils découvert, Don Juan? Ils ont découvert que nous ne sommes pas seuls, me dit-il, aussi clairement qu'il le put. Venu des profondeurs du cosmos, un prédateur est là, que toute notre vie nous maintient sous son emprise. Les êtres humains sont prisonniers et ces prédateurs est notre Seigneur et Maître. Il étouffe toute velléité de protestation ou d'indépendance et nous empêche d'agir librement. L'obscurité alentour semblait réduire ma faculté d'expression. S'il avait fait jour, j'aurais éclaté de rire. Mais en pleine nuit, je me sentais comme muselé, paralysé. Il fait nuit noire, me dit Don Juan. Mais si tu regardes les coins de l'œil, tu vas continuer à voir ces ombres fugitives aller et venir autour de nous. Il avait raison. Je pouvais toujours les voir et leurs mouvements me donnaient des tournis. Don Juan alluma la lumière, ce qui eut pour effet de tout dissiper. Te voilà arrivé grâce à tes seuls efforts, à ce qu'était pour les anciens chamans le cœur du sujet. Je tourne autour du pot depuis longtemps en te laissant entendre que quelque chose nous retient prisonniers. Nous sommes effectivement tous prisonniers. C'était un fait énergétique pour les sorciers d'autrefois. Pourquoi ces prédateurs exercent-ils ces pouvoirs sur nous comme vous le dites, Don Juan? Il doit y avoir une explication logique. Il y a une explication, me répondit Don Juan, qui est extrêmement simple. Ils nous tiennent sous leurs emprises parce que nous sommes leur source de subsistance. Ils ont besoin de nous pour se nourrir. Et c'est pour cela qu'ils nous pressurent implacablement. Exactement comme nous qui élevons des poulets pour les manger, ils nous élèvent dans leurs poulaillers humains pour ne jamais manquer de nourriture. Je me sentis secouer négativement la tête. Je ne pouvais pas exprimer mon violent sentiment de malaise et de révolte, et mon corps s'agitait pour les faire remonter à la surface. Je tremblais de la tête aux pieds sans pouvoir me contrôler. Non, 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 m'entendis-je dire. C'est absurde, Don Juan. Ce que vous dites est horrible. Cela ne peut tout simplement pas être vrai, ni pour les sorciers, ni pour des gens normaux, ni pour personne. Et pourquoi? Me répondit calmement Don Juan. Pourquoi donc? Parce que cela te met en fureur? Oui, cela me met en fureur, répliquai-je. Ce sont des idées monstrueuses. Eh bien, je n'étais pas encore tout dit. Écoute-moi. Jusqu'au bout, écoute-moi jusqu'au bout et on verra comment tu te sens. Attention, je vais t'infliger un choc. Ton esprit va subir de terribles attaques et tu ne pourras pas fuir parce que tu es pris au piège. Non parce que je te retiens prisonnier, mais parce que quelque chose en toi t'empêchera de partir, même si cela te rend fou de rage. Alors, rassemble tes forces. Don Juan avait raison. Je ne serais pas parti de chez lui pour un empire. Et pourtant, j'abominais toutes les idioties qu'il était en train de me débiter. Je vais
faire appel à ton esprit analytique, me dit Don Juan. Réfléchis un moment et dis-moi, comment tu peux expliquer la contradiction entre, d'une part, l'intelligence de l'homme sur les plans scientifiques et techniques, et d'autre part, la stupidité de ces systèmes de croyances ou l'incohérence de son comportement? Ce sont les prédateurs, disent les sorciers, qui nous ont imposé notre système de croyances, nos idées sur les biens et les mal, nos mères morales. Ce sont eux qui suscitent nos espoirs et nos attentes, nos rêves de succès ou notre peur de l'échec, et encore qui insufflent dans notre esprit convoitise, avidité et lâcheté, et qui les rendent prétentieux, routiniers et égocentriques. Mais comment s'y prennent-ils, Don Juan, lui demandai-je, de plus de plus en plus irrité par ses paroles. Il nous chuchote tout cela, il nous chuchote tout cela dans le creux de l'oreille pendant le sommeil. Non, il ne procède pas aussi bêtement, me répondit Don Juan en souriant. Ils sont extrêmement efficaces et organisés, et pour s'assurer de notre obéissance, de notre docilité, de notre apathie, ils ont accompli une manœuvre extraordinaire. Extraordinaire, bien sûr, sur le plan stratégique, mais horrible du point de vue de ceux qui en sont les victimes. Ils nous ont donné leur esprit. Tu m'entends? Les prédateurs ont remplacé notre esprit par les leurs, qui est bizarre, incohérent, grossier et hanté par la peur d'être percé à jour. Tu n'as jamais souffert de la faim, poursuivit-il, et tu as pourtant une sorte d'angoisse à propos de la nourriture. C'est celle du prédateur qui redoute continuellement que l'on découvre son manège et lui coupe ses vivres. Par le biais de l'esprit humain, qui est en réalité le leur, les prédateurs nous inculquent ce qui les arrange pour améliorer leur sécurité et avoir moins peur. Peut-être tout cela est-il vrai, Don Juan, mais si c'est le cas, il y a là quelque chose d'odieux qui me répigne et m'oblige à prendre les parties contraires. Et comment font-ils pour nous manger? Don Juan me fit un large sourire. Il avait l'air de bien s'amuser. Il m'expliqua que les sorciers voyaient les nouveaux-nés et les bébés comme d'étranges boules d'énergie lumineuse, recouvertes de haut en bas d'un revêtement brillant, un peu comme si une housse en plastique enveloppait étroitement leur cocon d'énergie. C'était cette couche brillante de conscience, me dit-il, que consommaient les prédateurs. Et lorsque les êtres humains atteignaient l'âge adulte, il n'en restait qu'une droite bande à hauteur des orteils qui permettait tout juste à l'humanité de survivre. Comme un rêve, j'entendis Don Juan me déclarer qu'à sa connaissance, l'espèce humaine était la seule à voir cette couche brûlante de conscience à l'extérieur du cocon lumineux. C'est pourquoi nous étions une proie facile pour les modes de conscience différents, plus pesants des prédateurs. Il me révéla alors quelque chose encore plus traumatisant. Cette étroite bande de conscience était le siège de l'auto-contemplation dans laquelle l'homme était irrémédiablement piégé. En jouant sur cette auto-contemplation, qui est le dernier brin de conscience qui nous reste, les prédateurs suscitaient des éclats de conscience qu'ils dévoraient avec l'acharnement d'un rapace. Et pour les provoquer, ils nous donnaient à résoudre des problèmes idiots et se nourrissaient du flamboiement énergétique de nos pseudo-intérêts. Il devait y avoir dans ce que disait Don Juan quelque chose de si pénible et si bouleversant pour moi que j'en avais de haut le cœur. Après une pause suffisamment longue pour me permettre de récupérer, j'ai demandé à Don Juan, mais puisqu'ils voient les prédateurs, pourquoi les sorciers mexicains, anciens ou actuels, ne font-ils rien? On ne peut strictement rien faire, me dit tristement Don Juan d'une voix grave.
hormis, hormis se discipliner au point qu'ils ne puissent nous toucher. Et comment demander à nos semblables d'affronter les rigueurs d'une telle discipline? Ils réagiraient en riant et se moquant de nous. Et les plus agressifs d'entre eux s'énerveraient et nous tabasseraient. Ce n'est pas que vous ne croyez pas. Il y a au tréfonds de chaque être humain une conscience ancestrale, viscérale de l'existence des prédateurs. Mon esprit analytique jouait au yo-yo. Tout ce qui me racontait Don Juan était grotesque, absurde et en même temps me semblait raisonnable, très simple. Toutes les contradictions humaines s'expliquaient. Mais comment prendre tout cela au sérieux? Don Juan me poussait sur les trajets d'une avalanche qui m'emporterait à jamais. Don Juan continua à enfoncer les clous toujours plus profondément. Les sorciers mexicains d'autrefois voyaient les prédateurs. Ils l'ont appelé planaire parce qu'il jaillit de l'espace. Ce n'est pas beau à voir. C'est une grande ombre d'un noir impénétrable qui fonce vers le sol et se pose lourdement. Ces sorciers ne savaient pas exactement quand ils avaient fait son apparition sur Terre. Dans leur idée, l'homme avait sans doute été à une époque un être complet, doué d'une conscience prodigieuse qui permettant d'accomplir d'incroyables prouesses. Tous ces exploits que nous retrouvons aujourd'hui dans nos légendes mythologiques. Ces facultés semblaient par la suite avoir disparu pour donner l'être humain actuel, un être diminué, comme abruti par des sédatifs. J'aurais dû me mettre en colère, les traiter de paranoïques, mais je ne sais trop pourquoi. Ce genre d'indignation toujours latente chez moi m'avait quitté. Quelque chose en moi avait même dépassé ce stade où je me disais, et si c'était vrai? Face à Don Juan qui me parlait cette nuit-là, je sentais au plus profond de mon être que tout ce qu'il me disait était vrai, mais en même temps, avec une force égalée, que tout ce qu'il me disait était complètement absurde. Que voulez-vous dire, Don Juan? Lui demandai-je faiblement. Ce que je vais dire, c'est que nous avons affaire à forte partie. C'est un prédateur très malin et bien organisé qui procède méthodiquement pour nous neutraliser et nous empêcher d'être la créature magique que nous étions destinés à être. Nous ne sommes plus désormais qu'une source de ravitaillement et n'avons d'autres rêves que ceux d'un animal que l'on élève pour sa viande. Des rêves banals, conventionnels et imbéciles. Ce prédateur, me dit Don Juan, est évidemment un être inorganique. Mais il n'est pas pour nous complètement invisible comme le sont les autres. Je suis sûr que les enfants les voient. Et devant l'horreur que leur inspire cette vision, ils préfèrent ne plus y penser. Et même s'ils cherchaient à mieux les voir, tout le monde autour d'eux les en dissuaderait. Les vieux chamans ont découvert que l'ensemble de l'univers est constitué de deux forces jumelles opposées, mais complémentaires. Ainsi, notre monde a un jumeau, un monde opposé et complémentaire, peuplé par des êtres doués de science, de conscience, mais déniés d'organismes, auxquels ils avaient donné le nom d'êtres inorganiques. L'ensemble de l'univers égorge de toutes sortes de mondes où la conscience peut être organique ou inorganique. La seule alternative qui reste à l'humanité, continue Don Juan, est la discipline. C'est la discipline a un effet dissuasif. Mais pas par cette, je n'entends pas par ces termes une affreuse routine où l'on saute du lit tous tous les jours à 5 heures du matin pour s'asperger d'eau glacée.
Pour un sorcier, la discipline est la faculté d'affronter sereinement les difficultés imprévues. Il la considère comme un art. L'art de faire face à l'infini sans broncher. Non pour faire étalage de sa force, mais pour lui témoigner son administration, son admiration et son respect. En quoi la discipline des sorciers peut-elle avoir un effet dissuasif? Les sorciers disent qu'elle rend la couche brillante des consciences inconsommable pour les planeurs, me dit Don Juan en scrutant son mon visage comme pour y déceler un signe d'incrédulité. Il est alors perplexe. Je suppose qu'il n'y a jamais entendu dire qu'une couche brûlante de conscience pouvait n'y pas être comestible. Et cette perplexité ne lui laisse d'autre issue que de s'abstenir de poursuivre son inflamme activité. À partir du moment où les prédateurs ne les mangent plus, notre couche brûlante de conscience se développe. En simplifiant à l'extrême, on pourrait dire que grâce à leur discipline, les sorciers éloignent le prédateur, ce qui permet à leur couche brûlante de conscience de se réformer et de retrouver progressivement sa taille normale. Les sorciers d'autrefois la comparaient à un arbre qui atteint sa hauteur et son volume si l'on ne taille pas. Et à mesure que le niveau de conscience s'élève au-dessus des pieds, de nouveaux modes de perception surgissent automatiquement. Les anciens sorciers avaient découvert une excellente tactique. Ils ténaillaient l'esprit des planaires par la discipline. Ils s'étaient aperçus que s'ils lui opposaient leur silence intérieur, cette implantation étrangère disparaissait, ce qui confirmait l'origine extérieure de cet esprit. L'implantation étrangère tentait évidemment de revenir, mais elle avait perdu de sa force et un processus se mettait en marche dans l'esprit des planeurs. Donc l'esprit des planeurs prenait la fuite de plus en plus souvent, jusqu'au jour où il disparaissait définitivement. Un triste jour, en fait, puisqu'on doit dès lors se débrouiller tout seul en ne comptant que sur ses propres ressources, qui sont pratiquement nulles. Personne n'est plus là pour nous dire que faire. Aucun esprit clandestin ne dicte plus les idioties auxquelles nous sommes accoutumés. Mon maître, le Nagal Julien, disait fréquemment à ses disciples que c'était le moment le plus difficile de la vie d'un sorcier, car notre véritable esprit, c'est lui qui nous appartient en propre et se résume à notre expérience personnelle, est devenu timide, inquiet et fuyant après une entière vie d'asservissement. C'est alors, selon moi, que débute le véritable combat du sorcier. Le reste n'est qu'une simple préparation. Ici, quand nous parlons des sorciers, j'aimerais signaler que nous sommes en train de parler de l'initié. Bien entendu, nous sommes la culture mexicaine, noire mexicaine. L'initié, c'est un sorcier. C'est lui qui voit au-delà de la voile. C'est lui dont les yeux ont été ouverts. Que voulez-vous dire? Ah. C'est alors, selon moi, que débute le véritable combat du sorcier. Le reste n'est qu'une simple préparation. Que voulez-vous dire par ténailler l'esprit des planeurs? La discipline les met au supplice, me répondit-il. C'est donc grâce à leur discipline que les sorciers peuvent se débarrasser de cette implantation étrangère. J'étais extrêmement troublé. Soit Don Juan était bon pour l'asile, soit ce qu'il venait de me raconter était si terrifiant que mon sang se glaçait dans mes veines. Je notais cependant la vitesse à laquelle se ranima mon énergie pour tout nier en bloc. Après un instant de panique, j'éclatais de rire, comme si Don Juan venait de me raconter une bonne plaisanterie. Je m'entendais même lui dire, Don Juan, vous êtes incorrigible. Il parut comprendre tout ce que j'éprouvais
Et c'est quoi la tête? Levant les yeux au ciel comme pour feindre de l'espoir. Je suis si incorrigible que je vais asséner à l'esprit des planaires qui t'habitent un coup supplémentaire en te confiant l'un des sectes, l'un des secrets les plus extraordinaires de la sorcellerie ou de l'initiation, bien entendu. C'est la conclusion à laquelle ont abouti les initiés, une conclusion qu'ils ont mis des milliers d'années à établir et vérifier. Il me sourit d'un air machiavélique. L'esprit des planaires s'enfuit définitivement lorsqu'un initié réussit à saisir la force vibratoire qui ensemble les champs d'énergie qui nous constituent. S'il maintient suffisamment longtemps sa pression, l'esprit des planaires vaincu bat en retraite. Et c'est exactement ce que tu vas faire. T'es cramponné à l'énergie qui maintient ta cohésion. J'ai une réaction totalement imprévisible et inexplicable. Une partie de moi était vraiment ébranlée, comme si elle avait reçu un coup. Je me sentis envahi par une terreur injustifiée que j'associe aussitôt à mon éducation religieuse. Don Juan me regarda de la tête aux pieds. Tu redoutes la colère divine? Non, sois tranquille. Cette peur n'est pas la tienne, c'est celle des planeurs, car ils savent que tu vas faire exactement ce que je vais te dire. Ces paroles ne me rassurèrent absolument pas, et je me sentis encore plus mal, plus terrorisé. J'avais des spasmes involontaires que je ne pouvais maîtriser. Ne t'inquiète pas, me dit calmement Don Juan. Ce genre de crise passe très rapidement. L'esprit des planaires n'a pas la moindre force de concentration. Quelques instants plus tard, toutes ces manifestations disparurent comme Don Juan me l'avait prédit. Dès que j'étais Dire que j'étais perplexe serait un euphémisme. Pour la première fois de ma vie, celle où avec Don Juan, je ne savais plus du tout où j'en étais. Je voulais m'extraire de mon fauteuil pour faire quelques pas, mais j'étais mort de peur. La tête farcie d'affirmations rationnelles, je me sentis pourtant terrorisé comme un enfant. Je me mis à respirer profondément et tout mon corps s'est couvert de sueur froide. J'avais déchaîné en moi quelque chose d'épouvantable. Des ombres noires fugitives bondissaient partout où que je tourne mon regard. J'ai fermé les yeux et reposé la tête sur les bras du fauteuil. Je ne sais plus que faire, Don Juan. Vous avez vraiment réussi à me déboussoler cette nuit. Qui est déchiré par une lutte intérieure, me dit Don Juan. Tout au fond de toi, tu sais que tu ne peux t'opposer à ce qui est une indispensable partie de toi-même. La couche brûlante des consciences servent inexplicablement à nourrir les mystérieuses entités. Et quelque chose d'autre en toi refuse de toutes ses forces cette situation. Ce qui est révolutionnaire dans l'attitude des sorciers, poursuivit-il, c'est qu'ils ne refusent à respecter un acte auquel ils n'ont pas participé. Personne ne m'a jamais demandé si j'acceptais d'être mangé par des êtres ayant un mode de conscience différent. Mes parents m'ont simplement mis au monde pour les ravitailler, comme si cela s'était passé pour eux. C'est tout. Revenu chez moi, je m'aperçus que l'idée des planaires m'obsédait chaque jour davantage, jusqu'au jour où j'ai senti que les conclusions de Don Juan étaient irréfutables. J'avais beau m'efforcer de trouver une faille à sa logique, elle était imparable. Plus j'y réfléchissais, plus j'observais mes semblables et moi-même, puis s'intensifiait ma conviction que quelque chose nous rendait incapables de toute activité ou interaction, non focalisée sur le moi. Mon seul souci
comme celui de tous ceux que je connaissais ou rencontrais était pour moi. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ces points-là. Nous avons fait une lecture assez longue sur les interférences extraterrestres. Comme j'ai déjà dit au départ et dans d'autres émissions de ce type, de la série Interférences extraterrestres, il y a quelque chose d'étrange dans l'être humain. Comme quand on a parlé des vortex qui nous animent, nous avons vu que les vortex les plus importants, c'est que la couronne de la tête a un fonctionnement différent. Les centres de la tête et les centres de ce que nous appelons notre mental, qui peut aussi être défini notre esprit. Et nous avons appris comment cet esprit avait été pris d'assaut, qu'il est habité par des entités, des dragons. Et nous avons aussi appris comment les dragons s'est assuré que nous ne les masquions pas. En fait, il nous a donné son esprit. Cet esprit intrigueur, penseur, raisonneur, toujours absorbé par les pensées. Nous ne pensons pas. C'est les prédateurs qui pensent. Je répète, nous ne pensons pas. C'est les prédateurs, nous, qui pensent à notre place. Et nous, comme dans une forme de contrôle de l'esprit, contrôle du mental, nous faisons exactement ce que lui pense. C'est-à-dire que notre prédateur, c'est lui qui nous habite, c'est lui qui a créé notre raisonnement, notre manière de voir les choses, pense. Et nous prenons leur pensée, sa pensée pour la nôtre, et nous agissons des conséquences. Et cela se fait à travers notre DNA. Notre DNA qui nous accorde un champ de conscience qui est une modalité d'interpréter les mondes à 3D, et a aussi un effet de conteniment ou un effet de blocage, je dirais, ici. Il bloque notre conscience et l'empêche de pouvoir évoluer. En fait, notre DNA, c'est ce qui nous permet, cette matrice d'information qui nous permet, cette matrice d'information créée par les prédateurs. Je répète, qui a créé dans notre monde mental. Un monde mental faux selon l'arbre de vie de Kemetic Lepao Netero situé dans Geb et non dans 7. Le DNA, c'est ce qui nous met ici. C'est ce qui crée le monde dans lequel nous vivons et nous permet d'interagir, d'avoir cette interaction qui n'est pas à la fin réelle. Le monde dans lequel nous vivons, l'expressivité de nous-mêmes, l'effet que nous souffrons, nous sommes en joie, est tout conçu dans l'esprit du prédateur. Et à la fin, et ceci retournera à la fin quand nous ferons la discussion, nous sommes appelés à la lutte. Nous ne pouvons pas nous échapper de cela, mais nous pouvons l'empêcher de venir vers nous. Et comment cela se fait? C'est par une discipline. Une discipline qui fait que nous calmons notre voix intérieure et que nous nous élevons, nous devenons Aussar. C'est seulement quand on devient Aussar qu'en fait, nous ne sommes plus à la merci de ces parasites. Je vous remercie pour votre temps et l'écoute, pour ces partages. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine interférence extraterrestre qui sera la dernière partie, interférence extraterrestre 2018, partie 5, fin. Et après cela, nous passerons à un débat conclusif sur les chapitres d'interférence extraterrestre en apportant des exemples des cas que nous avons pu voir.
avant de conclure cet espace, je vous rappelle que dans Interférence extraterrestre, troisième partie, nous avons dit que ces entités, ces parasites, qui prennent toutes les formes qu'ils désirent, ok, ils peuvent se présenter de toute autre forme que nous voulons qu'ils se présentent, se présentent à nous généralement comme des dieux. Je suis tel Dieu, je suis tel Dieu. Ça, c'est leur point faible. Il veut être adoré, être glorifié, et il se présente à nous comme des dieux, des messagers des dieux, des messagers des gens. C'est ce que je veux dire ici. En sachant, ou disons, considérant le niveau d'interférence ou de pollution des entités de la deuxième dimension de notre monde, nous devons savoir que chaque fois que nous avons affaire à des entités qui se présentent en nous, des présences qui viennent vers nous et qui se prennent et qui s'introduisent et définissent les divinités des dieux et autres, eh bien, nous devons faire très, 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 très attention. Je m'arrête par là et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et tout en finissant, j'ai encore lève ma tête vers la tradition kémétique qui me renforce et me rend riche et dit Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura, manketi pa erura.